Beaunieu est une commune française, située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On appelle ses habitants les Bonilais. Elle se distingue de la commune de Beaunieu, plus au nord, dans le même département, non loin de Saultes. Beaunieu est un village perché, qui se situe sur le versant nord du massif du Luberon, entre le Grand et le Petit Luberon, face au village de la Coste. Il commande l'entrée nord de la combe de Beaunieu, qui débouche elle-même sur la combe de Lourmarin, nom usuellement utilisé pour désigner l'ensemble des deux combes, seul passage qui traverse le Luberon, et sépare ce dernier en deux, Grand et Petit Luberon, mais tous deux issus du même massif montagneux. Le village étant très pentu, on peut profiter d'une très belle vue sur le Petit Luberon et, au nord, sur les plateaux des monts de Vaucluse. La partie du nord, à l'ouest du bourg, est une plaine, la plaine du Calavon. L'est est principalement composé d'une partie du plateau des Claparèdes. Enfin, du sud-est au sud-ouest, le massif du Luberon. Le nom du lieu-dit la Canourgue est formé sur le provençal Canourgia, féminin de Canourgue, chanoine. Il fait référence soit à une collégiale, soit à un bien appartenant à un chapitre de chanoine. La dénomination occitane de Beaunieu est Bonius. Histoire. Moins 57 000 ans, occupation moustérienne, de l'abri du pont de la Combette. En 3 avant Jésus-Christ, le pont Julien, voie domitienne, est édifié. On a la trace, au VIe siècle, de la fondation d'un monastère, sur l'emplacement du temple païen de Mitra. En 972, le village a déjà une forteresse et des murailles. Cité en 1103, Castrum-Bonil, le village de Beaunieu relevait du comté de Forcalquier, au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues, le 29 juin 1220, avec Raymond Béranger IV, comte de Provence, et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Beaunieu, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. Le village est abandonné au XIIIe siècle, les habitants se réfugiant sous le château des Agoules. Au début du XIVe siècle, Beaunieu devient terre pontificale, et le demeure jusqu'au 14 septembre 1791. Cette appartenance au domaine pontifical en fait une enclave dans les terres du comte de Provence, et lui donne de ce fait une place à part dans l'histoire de la région. Le fief viticole de la Canourgue est érigé en comté par Benoît XIV, le 24 avril 1747, en faveur de Joseph de Méry, conseiller en la cour des aides de Provence. Le 12 août 1793, Beaunieu est transféré des Bouches-du-Rhône au Vaucluse. Le 14 novembre 1887, Beaunieu, comme tout le secteur du Luberon, est touché par un tremblement de terre. Le 11 juin 1909, un nouveau tremblement de terre frappe toute la Provence, et se perçoit aussi en Luberon. La commune produit des vins AOC, Ventoux et Luberon. À Beaunieu, le fief viticole de la Canourgue est érigé en comté par Benoît XIV, le 24 avril 1747, aujourd'hui dénommé château de la Canourgue. L'accueil du client laisse particulièrement à désirer, et on a le sentiment de déranger. Ce domaine viticole tire son nom de Canourgue, qui nomme les chanoines en provençal. Les vins qui ne sont pas en appellation d'origine contrôlée peuvent revendiquer, après agrément, le label vin de pays d'Aigues. Fleuron de la gastronomie française, la truffe est une spécialité provençale, puisque la région produit 80% des truffes récoltées en France. Le Vaucluse, autour du piémont du Mont Ventoux est, avec la Drôme provençale, le premier producteur de Tubémolanosporum. Son marché reste hors norme, car c'est la seule production à échapper aux inspecteurs de l'administration fiscale, aucune transaction n'étant réglée par chèque. L'approche des fêtes de fin d'année fait exploser les prix. Mais les meilleures truffes sont celles du mois de janvier, période où elles sont à pleine maturité. En saison, ce sont les marchés de Carpentras et de Richeranche,
les plus importants de la région, qui fixent les cours. Les rabassiers, trufficulteurs, affirment, pour justifier les prix, que le diamant noir naît entre les pluies des deux vierges. La truffe se récolte jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Préférant les terrains calcaires, elle se développe toujours, en symbiose, avec le chêne blanc ou vert, le frêne et le charme. Il est affirmé que les plus fines poussent à l'ombre du tilleul. Les trufficulteurs organisent chaque année quelques week-ends permettant de découvrir la rabasse in situ, sur les communes de Visan, Beaunieu, Monieux, Orange et Saint-Pierre-de-Vassol. Il existe un marché de produits fermiers et saisonniers, le vendredi matin. Tous les ans, pendant le week-end de Pâques, le village accueille un marché potier. L'habitat perché. Ce type d'habitat est considéré comme typiquement provençal, il est surtout typiquement méditerranéen. Ces villages aussi sur leur acropole rocheuse, qui ont gardé leur aspect médiéval, forment par l'orientation des façades de leurs maisons, vers la vallée, ou la voie de communication, un véritable front de fortification. Fernand Benoît souligne leur origine, quelquefois préhistorique, en signalant que Cicéron, à propos des Ligures qui peuplaient la région, les dénomme Castellani, c'est-à-dire habitants des Castellas. Ces villages perchés se trouvent essentiellement dans les zones collinaires, dont le terroir est pauvre en alluvions, et où l'eau est rare. Ce qui est le cas général en Provence, sauf dans la basse vallée du Rhône, et dans celle de la Durance, où les terres alluvionnaires abondent, et surtout où l'eau est facilement accessible, pour chaque propriété, grâce à un puits creusé dans la cour de la maison. De plus, ce groupement en communauté, refermé sur elle-même, correspond à des régions de petites propriétés, où les seules terres fertiles se situent au fond de quelques vallons, et ce regroupement a facilité l'existence d'un artisanat rural, indispensable aux villageois, charrons, forgerons, et seteras. A contrario, l'habitat dispersé implique de grands domaines, qui tendent à vivre en autarcie. D'où la loi émise par Fernand Benoît: la misère groupe l'habitat, l'aisance le disperse. Maison en hauteur. Fernand Benoît explique que son originalité consiste à placer les bêtes en bas, les hommes au-dessus. Effectivement, ce type d'habitation, qui se retrouve essentiellement dans un village, superpose sous un même toit, suivant une tradition méditerranéenne, le logement des humains à celui des bêtes. La maison en hauteur se subdivise en une étable remise, au rez-de-chaussée, un logement, sur 1 ou 2 étages, et un grenier dans les combles. Elle était le type de maison, réservée aux paysans villageois, qui n'avaient que peu de bétail à loger, étant impossible dans un local aussi exigu, de faire tenir des chevaux et un attelage. Elle se retrouve aujourd'hui, dans nombre de massifs montagneux, au plateau de la Provence occidentale. Ces maisons datent pour la plupart du XVIe siècle, période où les guerres de religion imposèrent de se retrancher, derrière les fortifications du village. Celle-ci finie, il y eut un mouvement de sortie, pour établir dans la périphérie de l'agglomération des maisons à terre, plus aptes à recevoir des bâtiments annexes. En effet, ce type d'habitation, regroupant gens et bêtes dans un village, ne pouvait que rester figé, toute extension lui étant interdite, sauf en hauteur. Leur architecture est donc caractéristique, une façade étroite, à 1 ou 2 fenêtres, et une élévation ne pouvant dépasser 4 à 5 étages, grenier compris, avec sa poulie extérieure, pour hisser le fourrage. Actuellement, les seules transformations possibles, ces maisons ayant perdu leur statut agricole, sont d'installer un garage au rez-de-chaussée, et de créer de nouvelles chambres au grenier. Pour celles qui ont été restaurées avec goût, on accède toujours à l'étage d'habitation, par un escalier accolé à la façade. La présence de terrasses, ou balcons était une constante. La terrasse servait, en priorité, au séchage des fruits et légumes, suspendus à un fil de fer. Elle était appelée triard, quand elle accueillait une treille, qui recouvrait une pergola rustique. Quand elle formait loggia, des colonnettes soutenant un auvent recouvert de tuiles, elle était nommée galariée, ou soulerier. Bastide, maison à terre. Compartimentée dans le sens de la longueur, ce type de maison représente un stade d'évolution plus avancé que la maison en hauteur. Il est caractéristique de l'habitat dispersé.
C'est l'habitation traditionnelle des pays de riche culture, et la lavande en fut une. Ce type de maison est divisé en deux parties très distinctes dans le sens de la longueur. Le rez-de-chaussée est occupé par une salle commune dans laquelle est intégrée la cuisine. Très souvent, se trouve à l'arrière un cellier contenant la réserve de vin, et une chambre. Les trois couloirs, qui permettent d'accéder à l'étage, séparent cet ensemble de la seconde partie réservée aux bêtes. Celle-ci se compose, dans la plupart des cas, d'une remise qui peut servir d'écurie et d'une étable. L'étage est réservé aux chambres et au grenier à foin, qui correspond par une trombe, avec l'étable et l'écurie. À cet ensemble, s'ajoutaient des annexes. Une des principales, était la tour du pigeonnier, mais la maison se prolongeait aussi, d'une soue à cochon, d'une lapinière, d'un poulailler et d'une bergerie. Alors qu'aucune maison en hauteur ne disposait de lieux d'aisance, même en ville, la maison à terre permet d'installer ces lieux, à l'extérieur de l'habitation. Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était un simple abri en planches, recouvert de roseaux, des canisses, dont l'évacuation se faisait directement sur la fosse à purin, ou sur le fumier. La construction d'un tel ensemble, étant étalée dans le temps, il n'y avait aucune conception architecturale préétablie. Chaque propriétaire agissait selon ses nécessités, et dans l'ordre de ses priorités. Ce qui permet de voir aujourd'hui l'hétérogénéité de chaque ensemble, où les toitures de chaque bâtiment se chevauchent généralement en dégradé. Chaque maison se personnalisait aussi par son aménagement extérieur. Il y avait pourtant deux constantes. La première était la nécessité d'une treille, toujours installée pour protéger l'entrée. Son feuillage filtrait les rayons de soleil l'été, et dès l'automne, la chute des feuilles permettait une plus grande luminosité dans la salle commune. La seconde était le puits, toujours situé à proximité. Il était soit recouvert d'une construction de pierres sèches en encorbellement, qui se fermait par une porte de bois, soit surmonté par deux piliers, soutenant un linteau, où était accrochée une poulie, permettant de faire descendre un seau, et surtout de le remonter. L'approvisionnement en eau était très souvent complété par une citerne, qui recueillait les eaux de pluie de la toiture. Le pigeonnier devint, après la Révolution, la partie emblématique de ce type d'habitat, puisque sa construction signifiait la fin des droits seigneuriaux, celui-ci étant jusqu'alors réservé aux seules maisons nobles. Il était soit directement accolé à la maison, mais aussi indépendant d'elle. Toujours de dimensions considérables, puisqu'il était censé ennoblir l'habitat, il s'élevait sur 2 étages, le dernier étant seul réservé aux pigeons. Pour protéger ceux-ci d'une invasion de rongeurs, son accès était toujours protégé par un revêtement de carreaux vernissés, qui les empêchait d'accéder à l'intérieur. Maison à tour et à cour. Ce type d'habitation est composé de bâtiments et de dépendances ordonnés autour d'une cour centrale. Cet ensemble est caractéristique des grands domaines céréaliers et prend souvent l'aspect d'un château avec des murs flanqués d'échauguettes et des tours d'angle. Il est adapté à une vie agricole où le climat n'impose pas une grange pour engranger les javelles de blé avant le dépiquage, celui-ci ayant lieu aussitôt les gerbes coupées sur l'aire de terre battue. Dans ce mode culturel, les grains sont entrés en sac dans une remise tandis que les moissonneurs élèvent les meules de paille avec comme seule protection contre la pluie un mélange de poussier et de terre glaise. Seul est rentré le fourrage. Cette structure agraire est rare en Provence. Maison à tour. C'est le style des grandes maisons seigneuriales qui va traverser les siècles, même après la Renaissance. Il s'agit de bâtisses isolées, avec ou sans cour intérieure, dont la façade est flanquée de 2 tours, ou qui est protégée par 4 tours d'angle. La fortification des maisons de campagne est une pratique fort ancienne. Elle se retrouve, dès le haut Moyen-Âge, avec le castellum, dont celles de Provence reprennent le plan avec ses tours d'angle. C'est un héritage romain, puisque nombre de villes rustiques furent protégées par des tours. Les bories. On nomme ainsi, en Provence, une cabane de pierre sèche. Le terme de borie est issu du latin boria déjà référencé dans le quartier Borianum d'Arles, et s'orthographie sans E final, en provençal. Elle est aussi dénommée cabanon pointu, dans les Alpes provençales, dans la région de Forcalquier.
Ce type de construction, réalisé uniquement en pierre sèche, permettait aux paysans de stocker, serré en provençal, ses instruments agraires, protéger sa récolte, ou plus spécifiquement, sa réserve d'eau et, au besoin, d'y passer la nuit. L'abri était donc une annexe de l'habitat permanent. Ce type de construction en pierre sèche est facilité par l'épiairage des champs. En Provence, il est courant dans les régions montueuses, de plateaux secs, des coteaux travaillés en restanque. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à Text Speaker, de la société d'Ezquechar.